RCF, émission spéciale municipale. Et nous partons aujourd'hui à Carpentras avec le général Bertrand de la Chênaie. Vous avez été parachutiste et général de corps d'armée. Vous avez été major général de l'armée de terre pendant 3 ans, c'est-à-dire le numéro 2 de l'armée de terre. Vous êtes commandeur de la Légion d'honneur et de l'Ordre national du mérite. Vous dirigez aujourd'hui une société de conseil en stratégie et management. Vous êtes candidat sans étiquette d'hiver droite. Votre liste Union pour Carpentras est soutenue par le Parti chrétien-démocrate, le Rassemblement national et le CNIP, Centre national des indépendants et paysans. Bonjour mon général. Bonjour. Qu'est-ce que l'expérience d'un général peut apporter à une ville comme Carpentras ? Eh bien, l'expérience du service des autres, l'expérience de l'union des hommes autour d'une cause commune, l'expérience de la gestion du budget, de la gestion des ressources humaines, du dialogue avec les politiques, et puis surtout, je pense, ce qui me semble important pour Carpentras, l'expérience de l'élaboration d'une vision que l'on essaye de projeter sur les 10 années qui viennent, et pour ensuite la partager avec l'ensemble de la population. C'est l'ambition que je veux mettre au service des Carpentrassiens. Justement, vous parlez de l'ensemble de la population. Vous avez fait du porte-à-porte pour voir le plus de nombre possible. C'est assez peu courant comme démarche. Pourquoi avoir fait ça et quelles réactions ont été celles des Carpentrassiens ? Excellente. Et je dois vous dire que très franchement, c'est la meilleure expérience que je garderai de cette campagne. Je pense pas être très original en faisant du porte-à-porte. Ce qu'il y a, c'est que ça me semblait important que tous les Carpentrassiens, toutes les Carpentrassiennes puissent me rencontrer au moins une fois avant de mettre leur bulletin de vote. Et mon intention est d'aller les voir tous, quel que soit le quartier, quelle que soit la population, puisque à Carpentras, nous avons des gens d'origine très diverses, des étrangers de toute l'Europe, mais aussi hors d'Europe, beaucoup. Et tout le monde a son petit mot à dire et je reçois généralement un très bon accueil. On va faire un sujet plus polémique. Vous avez parlé récemment des Noëls insolites en proposant de les modifier. Pourquoi vouloir les modifier et quelles modifications comptez-vous faire ? Oui, alors ça a fait polémique parce que j'ai eu des mots un petit peu durs, parce que j'ai expliqué lors d'un débat précédent sur France Bleu que j'avais été en colère par ce que j'avais vu, mais j'ai voulu exprimer ce que disent beaucoup de gens, c'est qu'il faut remettre un peu de bon sens dans toutes nos manifestations à partir du moment où on dépense de l'argent. Et il me semble que au moment de Noël, il faut donner des fêtes, des manifestations féeriques, populaires, mais qui rassemblent tout le monde. Et si ces manifestations des Noëls insolites sont une excellente idée, qui a été créée par le maire précédent, Monsieur Adolphe, eh bien aujourd'hui, et parce que ces animations attirent beaucoup de monde, et ça c'est excellent, je pense qu'on peut encore faire mieux. Et d'ailleurs, la plupart des candidats ont repris ce mot de transformation, d'amélioration, pour en faire encore plus quelque chose de populaire et de féerique et qui attire avec des spectacles de très bonne qualité, qui attire beaucoup plus de gens qui pourraient venir à Carpentras. C'est bien notre intention pour s'y arrêter, y faire séjour et que Carpentras commence à rayonner à l'extérieur. Si on reste sur le plan culturel, vous avez d'autres projets pour la ville ? Oui, en fait, c'est un point fort de notre projet, le développement culturel. Parce que Carpentras a l'avantage d'avoir une histoire, un patrimoine, qu'il soit architectural, culturel ou historique, qui est très très riche. Et pourtant, quand on parle de Carpentras à l'extérieur, finalement, c'est assez méconnu. Or, on a des trésors, que ce soit la synagogue, que ce soit dans la cathédrale, que ce soit différents monuments, mais aussi le pays, l'arrière-pays, au pied des dentelles et du Ventoux. Et donc, on a vraiment tout pour attirer du monde. Le tout est de capter ces touristes, ces étrangers qui viennent, qui visitent notre beau pays, la Provence, et qui s'arrêtent à Carpentras. Et pour ça, il faut absolument s'appuyer sur quelque chose de formidable qui a été imaginé il y a plus de 20 ans, l'Hôtel-Dieu transformé en bibliothèque musée, en faire le point d'accueil, en faire le produit d'appel, puis ensuite essayer d'amener ces visiteurs dans le centre-ville, visiter les autres musées, visiter nos ruelles, visiter les commerces et du coup s'installer sur les terrasses de café qu'on imagine, qu'on rêve tous de voir remplis tout au long de la semaine, comme peut-être à Avignon à certaines périodes. Et ça, je pense qu'on a la possibilité, c'est vraiment notre ambition. Mais le tourisme, il n'est pas seulement culturel.
il est aussi sportif. Et j'espère que nous y reviendrons plus tard lorsqu'on parlera d'autres sujets, parce que Carpentras est à la fois une ville d'art, mais aussi une ville sportive. Je vais rester un peu sur le culturel avec le patrimoine religieux, parce qu'ici on est sur RCF, Radio Chrétienne Francophone. Est-ce que aussi vous allez mettre en avant sur ce grand patrimoine religieux que vous avez à Carpentras ? De toute façon, c'est évidemment intrinsèque à l'histoire de Carpentras. Carpentras était pendant plus de 5 siècles rattaché à Rome, État du pape, les États c'est capitale de l'État du comtat venessin. Carpentras est lié intrinsèquement à l'histoire de Rome et donc à l'Église catholique par ses monuments. Et je peux dire que je pense que les Comtadins peuvent être fiers d'être Comtadins avant d'être Français. Voilà. Et ça, il faut qu'évidemment on s'appuie sur notre histoire. On n'a pas un château moyenâgeux, on a des églises, on a des couvents, on a des chapelles, on a des ruelles, on a des personnalités qui évoquent notre histoire, qui nous rattache effectivement à la religion catholique. Pas seulement, puisque je disais tout à l'heure qu'il y avait la synagogue, et ça, il faut qu'on le mette en valeur. On peut le mettre en valeur de différentes formes, par les parcours de visite que j'évoquais tout à l'heure, on peut le mettre en valeur par des musées, on peut le mettre en valeur par des sons en lumière, et on peut le mettre en valeur par des colloques que l'Ingambertine devrait nous permettre d'organiser autour d'un fonds magnifique, très riche, qui doit pouvoir nous permettre de rayonner vers le monde entier compte tenu du niveau de ces fonds. Je change un peu de sujet avec vous avez fait une grande consultation auprès des Carpentraciens et le sujet qui revient le plus souvent comme problématique, c'est le sentiment d'insécurité et la montée du communautarisme à Carpentras. Comment vous comptez l'améliorer, comment vous comptez lutter contre cela ? Alors, on a fait effectivement une grande consultation par questionnaire, qui nous sont revenus en nombre, mais aussi à travers les carrefours citoyens que nous avons pu organiser, des réunions de voisins aussi que les uns et les autres ont bien voulu faire chez eux, puis toutes les rencontres que j'ai pu faire grâce au porte-à-porte. Tout ça nourrit notre programme qui est en cours de finalisation, et on a pu distribuer ces dernières semaines un petit tract qui résume nos réponses aux attentes des Carpentraciens sur les différents sujets qu'ils ont mis en avant. Les 2 premiers sujets, c'est effectivement l'insécurité, la lutte contre le communautarisme, mais très vite ils associent un 3e sujet très important, la propreté. Et pour moi, ces 3 sujets démontrent le souci qu'ont les Carpentraciens d'essayer de trouver un chemin vers l'unité, vers le beau, vers le fait qu'on vive dans une ville sereine. Et ça, c'est vraiment ce qui me guide, parce que si je pose un diagnostic sur Carpentras, il y a 2 choses. On a une image qui est un peu dégradée par la saleté et l'insécurité, et on a une fracture sociale très importante dans notre ville, du fait d'origines très diverses, et surtout de l'urbanisme qui cloisonne des quartiers et nous empêche de créer cette unité. C'est vraiment là-dessus qu'il faut que nous travaillions. Alors il y a plusieurs moyens de le faire, que j'évoque dans mon petit tract, mais qui sera développé dans le programme. La première, c'est qu'il s'agit d'apporter la sécurité à l'ensemble des citoyens de Carpentras. Tout le monde a droit à la même sécurité. Tout le monde a droit aux mêmes services. Et donc, il va falloir renforcer évidemment les moyens pour permettre d'avoir une police de proximité présente 24/24, jour et nuit, partout dans tous les quartiers, de telle sorte à ce que toutes les familles, quelles qu'elles soient, puissent se promener d'un quartier à l'autre sans souci. La deuxième chose, c'est que nous allons faire un effort sur l'entretien et l'embellissement de notre ville. Et je suis persuadé que l'ensemble de la population va être mobilisée dans cette opération Ma rue propre que nous voulons mettre en œuvre, qui vise non seulement à ne pas jeter les saletés dans la rue, mais aussi à essayer d'embellir par l'entretien des trottoirs, par la plantation d'arbres et de plantes, et par la disposition de jardins partagés dans les quartiers, y compris, de telle sorte à mobiliser tout le monde. Et enfin, justement, la culture. Il faut que nous partagions notre histoire. Tout le monde vient s'installer, moi, comme d'autres, on vient s'installer à Carpentras. On aime cette ville, on aime cette région, on doit en connaître l'histoire, on doit en connaître la géographie, on doit en apprendre la langue, c'est le français, et on doit pouvoir dialoguer ensemble. Voilà les différents points qui nous permettront peut-être de redonner à la fois
une unité et une sérénité à cette ville qui en a bien besoin. Vous avez parlé de jardins, d'arbres aussi. Vous mettez le lien entre propreté et environnement, écologie. Oui. C'est assez rare. Vous parlez même d'ordre environnemental. Qu'est-ce que ça veut dire pour vous, vraiment, ordre environnemental ? En fait, c'est simple. On doit mettre le respect à tous les niveaux. Le respect entre les personnes, mais le respect aussi de notre environnement, le respect de nos voisins, le respect qu'on soit en voiture, en vélo ou à pied, des espaces que l'on partage. Donc, pour moi, l'environnement, c'est déjà respecter cet environnement, préserver des espaces verts, faire en sorte que la nature nous aide à nous protéger de la chaleur plutôt que d'amener des moyens modernes et coûteux tels que de la climatisation ou des brumisateurs. Voilà, il faut absolument qu'on aille vers la nature, vers le bon sens. RCF, émission spéciale, élection municipale. Vous êtes bien sur RCF Vaucluse et on est avec le général Bertrand de la Chênaie pour les élections municipales à Carpentras. On a parlé d'écologie, vous avez aussi parlé de la problématique de la désertification du centre-ville. Selon vous, quelles en sont les raisons et comment y remédier ? Alors bon, c'est une vraie question qui se pose dans beaucoup de villes, malheureusement, du même niveau que Carpentras, et c'est un cas donc très général auquel beaucoup s'attaquent. Mais ça n'est pas inéluctable, surtout quand on connaît les atouts de Carpentras. Et en particulier, je voudrais souligner le courage, la solidité, l'intelligence des commerces qui aujourd'hui tiennent dans Carpentras, se développent et attirent une clientèle de qualité et du coup qui nous permettent malgré tout de maintenir une activité en centre-ville qui est très utile mais aussi qui est très riche. Alors, néanmoins, la vacance des locaux commerciaux est importante. Néanmoins, les questions d'accessibilité du centre se posent. Néanmoins, le chômage est énorme à Carpentras, bien supérieur. Il est de 3 points supérieur au reste du Vaucluse, qui lui-même est un des départements les plus atteints par le chômage. Et donc, il faut absolument essayer de redynamiser ce centre qui, du fait de l'intérêt des uns et des autres pour la campagne, du désintéressement de l'habitat en centre-ville, finalement a été laissé à une population pauvre. Et d'ailleurs, la moitié de la ville de Carpentras, la moitié du centre, est considérée comme un quartier prioritaire. Et ça, c'est évidemment pas très bénéfique pour les commerces et pour l'image de la ville. Parce qu'en fait, on sait très bien qu'un quartier prioritaire est généralement un quartier pauvre, peu entretenu, et il suffit de se promener dans les ruelles de Carpentras pour s'en rendre compte. Donc il faut absolument qu'on redynamise. Il y a plusieurs choses. Évidemment, soutenir les commerces. Il y a aussi un autre axe qui est celui que j'ai évoqué tout à l'heure, faire venir des personnes, des touristes, des visiteurs qui vont pouvoir dépenser et s'installer aux terrasses, et donc du coup ça va redynamiser. Et puis il y a une troisième chose qui est essayer de repenser l'immobilier et l'habitat au sein du centre, de telle sorte à faire en sorte que des familles, des personnes âgées ayant quelques moyens, des jeunes aussi, puissent habiter ensemble, une sorte d'habitat intergénérationnel qui permettrait de faire revivre ce centre avec des habitants qui dépenseraient sur place. Et mon idée, c'est de penser le centre comme un grand centre, pas seulement le cœur historique. Il faut absolument réunifier le centre historique du cœur de Carpentras, qui était enfermé dans les anciens remparts qui n'existent plus, mais avec la périphérie immédiate, qui comprend des commerces aussi qui sont de grande qualité, de telle sorte à ce qu'on ait une sorte d'unité entre la périphérie immédiate et le centre. Voilà, c'est ce que je vais appeler le grand centre. Quand on parle de centre, on parle aussi de circulation de transport. Oui. Il y a beaucoup de plaintes sur le manque de fluidité des transports, sur les nuisances sonores. Oui. Là aussi, que proposez-vous pour... Alors, il y a deux aspects sur les sujets de transport. Il y a d'abord le sujet général de circulation dans Carpentras, le grand Carpentras, c'est-à-dire la rocade qui n'est pas finie, les axes entre les différents quartiers. Il faut qu'on repense
le plan de circulation à ce niveau-là, de telle sorte à fluidifier la circulation, à réunir les quartiers. Il y a des quartiers qui sont devenus des véritables impasses. On n'a pas d'axes qui nous permettent de contourner le centre. Bon, ça, c'est le premier volet. Puis le deuxième volet, c'est l'accessibilité du centre. Et ça, c'est un sujet qui, effectivement, sépare beaucoup les carpentraciens, parce que les uns sont pour le tout piéton, les autres pour l'accès en voiture au centre-ville. Bon, voilà typiquement un sujet important, à la fois pour les commerçants, pour les habitants, qui touche tout le monde, qui n'est absolument pas politique, c'est ni de droite ni de gauche, c'est je peux y aller en voiture ou je bénéficie de parking avec des navettes pour rejoindre. Je suis plutôt sur la deuxième option, mais voilà typiquement un sujet qui peut faire l'objet d'une consultation, ce que j'appelle un référendum local, sur lequel nous reviendrons peut-être tout à l'heure dans le cadre de l'exercice de mon mandat, que je compte appuyer sur un dialogue régulier envers les habitants. Bon, on va y aller tout. Enfin, si vous voulez un peu développer le référendum, voilà. En fait, notre projet d'Union pour Carpentras repose à la fois sur 4 axes. On en a abordé déjà 2, si je puis dire, l'ordre et puis la culture, mais il y en a 2 autres. On en a même abordé 3 avec le développement économique. Il y en a encore un autre qui est la jeunesse et nos aînés, mais il y a aussi une méthode qui repose sur le dialogue avant tout et une saine gestion. Et donc la démocratie locale, pour moi, qui est le cœur de la vie de tous les citoyens, et d'ailleurs la crise des Gilets jaunes a bien montré que c'est bien au niveau de la commune, avec le maire, que l'on doit rétablir les liens entre les citoyens de notre pays, eh bien cette vie locale, elle doit reposer sur l'écoute et le dialogue. Et là, mon expérience militaire, au risque d'étonner nos auditeurs, eh bien me prouve bien que justement un chef est avant tout à l'écoute de ces hommes. Eh bien, je pense qu'un maire doit être à l'écoute de ses administrés, parce qu'on est là pour servir, avant tout pour servir. Et donc, je multiplierai les carrefours citoyens que j'ai pu lancer, quartier par quartier, avec un adjoint de mon équipe comme référent par quartier, qui pourra être contacté, et moi-même je siégerai dans ces carrefours citoyens, et ça nous permettra de faire remonter évidemment les sujets d'intérêt des citoyens de Carpentras, mais aussi d'élaborer avec eux un projet qui pourrait concerner leur quartier et qui sera financé sur le budget de la commune, en dehors de la politique communale qui s'applique et qui doit évidemment être mise en œuvre. Et enfin, on pourra organiser, et nous organiserons, des référendums locaux sur des sujets d'intérêt général, non polémiques, c'est pas le sujet, mais qui intéressent tous les carpentraciens. Très bien, je vais venir sur justement le dernier grand axe, la jeunesse. Vous avez eu un mot assez fort, que la jeunesse avait été abandonnée à Carpentras. Quel message souhaitez-vous leur faire passer à tous ces jeunes qui sont à Carpentras ? Alors abandonné, on a une jeunesse qui est très belle à Carpentras, et moi je suis heureusement étonné de voir chaque midi ces 8000 jeunes qui se déversent dans la ville entre midi et 2 pour s'aérer entre leurs cours, puisqu'on a à peu près 8000 scolarisés entre les collèges et les lycées. Donc c'est une belle jeunesse qui vient de toute la région du Comtat. Simplement, malheureusement, on la perd après le bac, parce qu'il y a évidemment assez peu de formations qui sont proposées. Alors je salue la création de l'ESAGEM, qui est créée depuis quelques années ici sur Carpentras, c'est très bien. Il y a quelques BTS aussi, il y a quelques, qu'ils soient d'aide à la personne ou d'autres formations. Mais voilà, c'est assez limité finalement. Ceux qui passent leur bac vont évidemment dans les facultés ou les écoles d'Avignon, Aix, Montpellier ou Lyon. Je pense que nous pouvons, à Carpentras, essayer de développer quelque chose pour des étudiants. Ça pourrait passer d'abord, dans un premier temps, de façon très simple, par des logements. Pour maintenir des étudiants, en liaison avec la faculté d'Avignon ou d'Aix, par exemple, puisque nous avons la chance d'avoir un train, on pourrait essayer d'offrir des logements moins chers et qui, là, rejoindraient le projet que j'évoquais tout à l'heure de logement intergénérationnel. Et puis, il y a une jeunesse qui est moins belle, qu'on regarde moins, mais qui me touche beaucoup. C'est ceux qui sont dans les rues, qui font les veilleurs, qui traînent, qui sont sortis du système et qui vont tomber soit dans la violence, soit dans les trafics, et qu'on ne peut absolument pas laisser comme ça. Et quand je fais mon porte-à-porte, c'est ce que me disent les gens que je rencontre, les mères de famille, qui me disent « mais ce sont pas nos enfants, ce sont souvent des enfants qui viennent des villages voisins, qui viennent ici, et qui font pression sur nos enfants. » Donc il faut absolument qu'on s'en occupe, et c'est pourquoi j'ai la grande ambition
de proposer, j'en ai déjà parlé aux autorités de l'État, de proposer la création d'un centre de service militaire volontaire à Carpentras. Qu'est-ce que c'est que ce centre de service militaire volontaire ? C'est une deuxième ou dernière chance qu'on offre à des jeunes qui sont sortis du système de retrouver une place dans la société. Parce qu'on va leur redonner goût à la vie en société, à la vie en groupe, avec les autres, non pas en se positionnant par la force ou par l'argent, mais en se positionnant par le bien-être. Et après, on va essayer de les insérer dans un emploi en liaison avec l'ensemble des filières du compta. Et Dieu sait si on a de multiples filières, qu'elles soient agricoles, horticoles, les métiers du tourisme, qui pourraient nous aider à insérer des jeunes et les faire revenir tout doucement dans le jeu de la société pour repousser les limites de l'intégration. Il ne reste plus beaucoup de temps. Je fais une dernière question un peu plus générale. Sur l'union, vous parlez beaucoup d'union. Oui. Alors, les médias parlent beaucoup d'union des droites. C'est vrai que vous avez plutôt des partis de droite qui vous soutiennent. Mais vous parlez d'union plus large que ça finalement. Est-ce que vous pensez que c'est une aspiration des Français et des Carpentraciens ? L'union est au cœur de mon projet. Pourquoi ? On est ici sur une radio catholique et je pense que l'unité de la personne avec son projet personnel et l'unité des personnes autour d'un projet commun me semble être quelque chose qui doit nous guider. Et en tout cas, c'est ce qui m'a toujours guidé dans ma vie militaire, l'unité. Et c'est ce que je propose ici aux Carpentraciens. Et je suis persuadé que c'est la voie pour relever Carpentras, lui redonner une image de sérénité, mais aussi de savoir vivre ensemble autour d'un certain nombre de valeurs. Et donc c'est pourquoi mon projet, c'est plus une union de personnes, quelle qu'elle soit. Je ne regarde pas les étiquettes. Que plutôt qu'une union des droites, même si évidemment on va me positionner à droite et vous m'avez présenté tout à fait naturellement divers droites, ce qui est normal, mais c'est bien l'union des personnes qui me guide et la liste que nous présenterons sous peu fera la démonstration que c'est une liste ouverte, très équilibrée et je salue d'ailleurs toutes les personnes et tous les partis qui ont joué le jeu de ce projet qui est avant tout au service des Carpentraciens. Super. Une dernière question plus personnelle, pour que ceux qui écoutent RCF vous connaissent mieux. Est-ce qu'il y a une personnalité actuelle ou historique qui vous inspire dans votre vie de tous les jours ? Ah oui, moi c'est le maréchal Lyautey. Ah oui. Le maréchal Lyautey, auquel je suis un petit peu lié sur le plan familial, mais aussi par la manière dont il a exercé sa vie militaire et politique, puisque justement c'est un homme qui a servi sur les deux champs, et il a été connu comme jeune officier quand il avait écrit un livre qui s'appelle Le rôle social de l'officier, qui est un livre qui guide beaucoup d'officiers, et qui en tous les cas me guide parce que le rôle social est au cœur de notre action et je pense qu'elle est au cœur de l'action politique. Merci beaucoup. Juste après la musique, nous allons retrouver Melchior Gormand pour Ça fait du bien. Bon après-midi à tous, à l'écoute de RCF. Merci.